Monsieur Maguet va nous présenter un certain nombre de choses en prenant l'exemple du traitement de l'hépatite C ou de celui du cancer. Il va nous expliquer comment on en est arrivé là, pourquoi de tels prix sont atteints et quel est le danger pour notre système d'assurance maladie, parce que ça le remet fortement en question. Et il nous expliquera comment sont fixés les prix des médicaments. Est-ce que notre système de santé peut supporter ces prix? Et aussi quelles solutions sont envisageables. Le rationnement, notamment, est-il une des solutions à utiliser? Voilà. Merci Sylvie. D'abord, je vais me présenter en deux mots. Je suis bénévole à Médecins du Monde, j'y tiens ça, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles dans cette salle. C'est mon engagement politique et militant. Et j'ai rejoint Médecins du Monde en 2005. Et je voulais vraiment vous remercier de cette invitation, m'excuser du faux pas au mois de juin la dernière fois, mais c'était une question de calendrier. Parce que sur des sujets comme celui-là et comme sur d'autres que vous avez eu l'occasion d'aborder dans les différents rendez-vous mensuels que vous avez, un des vrais problèmes que nous avons dans une démocratie vivante, c'est la technicisation des débats, des sujets. Le prix du médicament est un bon exemple. C'est bien un sujet qui est incompréhensible pour la plupart de nos concitoyennes et nos concitoyennes, qui pourtant sont les premiers financeurs de ce système à travers leurs impôts et les cotisations sociales. C'est le fait qu'on a un discours qui a été privatisé par les experts. Et c'est bien ce genre de réunion qui permet de rencontres, de débats, d'échanges, qui va nous permettre de nous approprier collectivement des éléments de compréhension de ce système qui finalement peut être assez simple lorsque on se donne les moyens de le rendre accessible. Alors, pour peut-être commencer, je vais commencer par l'histoire, tout simplement, parce que j'aime bien les histoires. C'est une histoire qui commence le 20 novembre 2014. Ce jour-là, il faisait un peu froid en France, hein. C'était la fin de l'automne. Il n'y avait pas d'information particulière le matin quand on s'est tous levés pour aller travailler. Et pourtant, il s'est passé un événement majeur. C'était la première fois depuis les ordonnances de 1945 qu'une décision ministérielle créait officiellement ce qu'on appelle un rationnement, que tu as introduit tout à l'heure. De quoi s'agit-il? On reviendra tout à l'heure sur les mécanismes de mise sur le marché et de fixation du prix du médicament et d'utilisation après par les médecins et de dispensation par les pharmaciens hospitaliers ou de ville. Mais un médicament, une fois qu'il est éligible au remboursement par l'assurance maladie, il fait l'objet d'un arrêté ministériel qui est signé par la ministre de la Santé et qui dit pour quelles indications ce médicament est indiqué, et il y a un autre avis qui donne le prix. Le 20 novembre 2014, Marisol Touraine, qui était alors ministre de la Santé, a donc signé, comme d'habitude, comme elle le fait quasiment tous les jours et comme font les ministres de la Santé tous les jours, un arrêté ministériel qui a dit qu'un traitement du nom de Sofosbuvir, c'est le nom de ce premier de la nouvelle classe thérapeutique des médicaments contre l'hépatite C qui a été mise sur le marché à cette date-là, que le Sofosbuvir serait, alors c'est pas dit comme ça dans l'arrêté, mais réservé aux cas les plus graves. En deux mots, une hépatite C, c'est quoi? C'est une atteinte du foie, le foie se dégrade progressivement, finit par une cirrhose et un cancer, et ça entraîne le décès. Jusqu'à 2014, il y avait des traitements qui étaient efficaces, on va dire, une fois sur deux, avec de terribles effets secondaires. À partir du début des années 2010, et nous, les médecins ont travaillé sur la question de la prise en charge de l'hépatite C, on a vu arriver des nouvelles molécules qui agissent directement sur le virus et qui permettent d'éradiquer ce virus, ce qui est une très bonne nouvelle d'un point de vue thérapeutique. C'est ce qu'on appelle une révolution thérapeutique. Et ces médicaments ont progressivement été utilisés dans des essais cliniques et puis sont arrivés sur le marché donc en 2014. Toutes les recommandations de santé publique de l'époque disaient mais puisqu'on a un médicament qui guérit, qui va non seulement éradiquer le virus chez les personnes, donc c'est un bénéfice individuel, mais qui plus est, va permettre de supprimer une épidémie. C'est une épidémie mondiale avec 180 millions de personnes, 200 000 en France. On aurait tort de s'en priver et prescrivons-le tout de suite à tout le monde pour améliorer la vie des malades, des patients, bien sûr, et puis lever l'hypothèse d'un pronostic vital qui était engagé pour certains d'entre eux, et puis se débarrasser d'une épidémie. Sauf que, jusque-là, c'est ce qu'on faisait, notamment pour les pays du Nord. Je parle bien des pays du Nord, je ne parle pas des pays du Sud qui avaient des barrières financières depuis très longtemps. Sauf que là,
les prix de commercialisation empêchaient, financièrement parlant, pour la première fois dans notre histoire de la sécurité sociale solide, solidaire et universelle, de prescrire ce traitement à tout le monde, contrairement aux recommandations de santé publique dont je vous parlais. Et c'est pour cela que la décision ministérielle du 20 novembre 2014 a, contrairement, encore une fois, à toutes les recommandations, y compris du groupe d'experts qui avait mis en place la ministre de la Santé quelques mois auparavant, a décidé de le réserver aux patients les plus gravement atteints par la maladie, qu'on mesure sur ce qu'on appelle un score de fibrose. La fibrose, c'est voilà, le foie qui se rigidifie. Ça va d'une échelle de 0 à 4, et elle les a réservés aux fibroses sévères à partir de 2+ ou 3 jusqu'à 4. C'est-à-dire que la moitié de ces 200 000 malades en France. C'est passé inaperçu ce 20 novembre 2014, lorsque nous nous sommes tous levés pour aller travailler, parce que personne n'est au courant de ça. Et pourtant, c'était la première fois dans l'histoire de la sécurité sociale qu'un arrêté ministériel créait un rationnement organisé. Alors voilà l'histoire. Et après, comment en est-on arrivé là, pour rebondir sur le propos de cet échange ce soir. Ce médicament est le révélateur en fait d'un système qui est cassé sur la mise sur le marché de l'innovation thérapeutique, les nouveaux médicaments, on reviendra sur le cancer tout à l'heure, et qui est cassé à plusieurs niveaux. Le premier, le prix, ça a été la motivation finalement uniquement comptable qui a amené la ministre de l'époque à rationner ce traitement. Ce médicament était facturé 41 000 € la cure de 12 semaines. La cure standard était de 12 semaines pour pouvoir guérir les patients. 41 000 € à la sécurité sociale. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour multiplier 200 000 patients par 41 000 €, ça fait 8 milliards d'euros. Le budget médicaments pris en charge par l'assurance maladie pour les 66 millions de Français et les quelques étrangers qui bénéficient d'une couverture médicale en France, c'est 25 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on dépensait en gros un tiers d'un seul coup pour 200 000 personnes. Ça, ce n'était pas possible. Donc, pour la première fois, nous avions des niveaux de prix qu'on avait rarement atteints. Même à l'époque, pour celles et ceux qui s'en souviennent de l'arrivée des trithérapies sur le VIH-Sida au milieu des années 90, il y a eu un petit débat d'ailleurs sur un prix qui était assez élevé. Le comité national d'éthique avait été saisi à l'époque, puisque le ministère de la Santé de l'époque avait envisagé un tirage au sort des malades pour réduire de nouveau la charge financière. Finalement, l'avis du comité d'éthique avait été un peu en cohérence avec ce pourquoi le comité d'éthique est créé, avait dit donc le tirage au sort, c'est quand même pas très en lien avec très en phase avec nos valeurs républicaines, et donc très éthique. Et finalement, les médicaments, les nouveaux médicaments VIH, les trithérapies de l'époque avaient été commercialisés à des prix qui étaient déjà élevés. On était, c'était en francs, on était sur des thérapies qui valent aujourd'hui 2 000 ou 3 000 ou 4 000 €. On était sur 20 000 francs, 25 000 balles à l'époque. Ça nous paraissait cher. Là, je parle de 41 000 €. Donc en francs, je ne sais plus comment ça fait ce truc. 250 000, on a fait l'habitude. 300 000 francs. Ces niveaux de prix n'avaient jamais été atteints. C'est la première rupture. C'est la première fois qu'on avait qualitativement un tel saut. La deuxième rupture, c'est donc le rationnement, qui est la conséquence immédiate du prix. Encore une fois, bien avoir en tête qu'un des principes des ordonnances de 45 qui crée la Sécu, qui est cette fameuse sécurité sociale universelle. Universelle, c'est veut dire une chose qui est très simple. Un assuré social qui a cotisé et qui est en besoin d'un traitement qui lui est indiqué pour pouvoir guérir ou prévenir une maladie, il y a droit. C'est notre bien commun. C'est la première fois que ce principe a été mis en brèche par un décideur public en charge de faire respecter ce principe. Mais tout ça, finalement, c'est de ruptures. C'est aussi la conséquence d'autres ruptures qu'ont révélé ce médicament sofosbuvir. La principale étant une rupture dans le modèle économique de la genèse, la production et la commercialisation des médicaments. Pour faire simple, avant le sofosbuvir, pour faire court, y compris dans les éléments de langage et les arguments employés par les industriels du médicament,
on avait des justifications de prix, élevés ou pas élevés au demeurant, mais des prix qui étaient justifiés sur une logique économique relevant de moi ce que j'appelle l'économie réelle. C'est un moment, un prix final, E, c'est la somme de ce qu'il faut pour le produire, A, de ma provision pour de la recherche et développement, parce que oui, il y a de la recherche et développement, B, de mes coûts de commercialisation, de distribution, dans lesquels j'inclus les visiteurs médicaux qui vont aller voir les médecins généralistes, C, et puis de ma part de profit, de bénéfice, parce que c'est une industrie privée, donc après, quelles que soient nos opinions politiques, c'est comme ça, le système est tel qu'il est, on est sur le business privé, et le business privé fonctionne à un moment sur du profit, D. Sauf qu'à la fin, le prix E, même s'il y avait des débats sur ce prix-là, il était la résultante d'une équation qui était, somme toute, classique en économie. C'est la même chose que pour vendre une chaussette ou une voiture. On fait la somme de tous les intrants. Avec le Sophos-Buvir, il y a un changement. Il y a plus qu'un changement, il y a aussi là une rupture. De nouveau, le mot est vraiment approprié. Et ce que nous avons appris, et je reviendrai après comment nous avons appris, c'est que l'industriel qui a commercialisé ce traitement n'a pas fait, comme faisaient ses prédécesseurs, A plus B plus C plus D égale E. Il a évalué pour chacun des États la capacité du payeur public à accepter le prix le plus élevé. Quels que soient les coûts réels, quelles que soient les marges de retour attendues, quelles que soient les provisions qu'il pouvait mettre de côté pour assurer la recherche et développement de demain. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec un prix d'entrée qui a été fixé aux États-Unis, puisqu'en fait le marché mondial du médicament, la moitié du marché mondial est aux États-Unis. Donc les États-Unis sont traditionnellement le premier pays d'entrée pour les médicaments de marque, et ils donnent une sorte de benchmark, de prix de référence, sur lequel vont se calquer tous les autres pays de l'OCDE. Les pays de l'OCDE, dont fait partie la France, représentant 80% du marché mondial du médicament. Donc essentiellement l'Europe, les États-Unis, le Canada, l'Australie et le Japon. Alors c'est simple, c'est là que vous pouvez devenir tous PDG ce soir. Je vous dis, ce que je vous raconte, c'est que c'est une belle histoire, mais c'est une histoire sur laquelle il y a des preuves. Les États-Unis ont des défauts et des qualités. Chacun retiendra les qualités et les défauts qui lui plaisent. Mais en tous les cas, une qualité. L'argent, c'est un truc qui compte. Et donc, quand l'argent est mal dépensé, ils ne sont pas très contents, surtout quand il s'agit de l'argent fédéral. Ça, ils n'aiment pas. D'ailleurs, ils n'aiment pas trop payer d'impôts. Beaucoup sont contre les dépenses fédérales, alors quand ça commence à coûter un petit peu cher, ça crée des difficultés. Alors, il se trouve que les États-Unis, avec Ronald Reagan en particulier, ont eu la bonne idée, dans les années 80, de mettre en place une politique extrêmement répressive pour les toxicomanes, les gens qui s'injectaient dans la rue. Ils les ont mis en prison, tout simplement. Donc ils se sont retrouvés avec des centaines de milliers de prisonniers, des gens qui étaient juste des usagers de drogue, simples, qui en fait relèvent plus d'une logique de soins, mais bon, ça c'est leur choix. Sauf que ce qu'ils avaient oublié, ce qu'ils ne savaient pas à l'époque, c'est que l'hépatite C, malheureusement ou heureusement, la prévalence, c'est-à-dire la proportion de personnes contaminées, est très élevée chez les usagers de drogue, particulièrement les usagers de drogue injecteurs. Elle est de l'ordre de 80 à 90% généralement. Donc 8 usagers sur 10 sont contaminés par l'hépatite C. Et donc ils ont mis en prison les gens qui avaient l'hépatite C. Ils ont mis le réservoir d'hépatite C aux États-Unis en prison. Ils se sont retrouvés avec des centaines de milliers de personnes qui étaient contaminées. Sauf que, constitutionnellement parlant, la santé des prisons américaines relève du budget fédéral. Et donc ils ont été obligés de payer les traitements. Et en 2 mois, le budget fédéral de la santé des prisons, au début de l'année 2015, était complètement épuisé. Parce qu'ils avaient dû acheter ce nouveau traitement contre l'hépatite C, qu'ils étaient obligés de prescrire au regard des guides de bonnes pratiques. Et évidemment, à 80 000 $ la cure, multiplié par 200 000 ou 300 000 usagers de drogue en prison, on s'est allé assez vite et le budget de quelques millions a été dépensé. Donc le Sénat américain, la commission des finances du Sénat américain, qui était en charge de veiller à la bonne allocation de la ressource publique, comme on dit, et avec toujours ce tropisme américain de réduire au maximum les dépenses du budget fédéral, a mis en place une commission d'enquête. Alors là, c'est le deuxième avantage des Américains, la différence de nos parlementaires français. Les parlementaires américains ont du poids. D'ailleurs, le Congrès peut mettre en difficulté le président des États-Unis, ce qui est rarement le cas de notre Parlement en France par rapport au président de la 5e République. Mais je crois que vous avez lu un topo sur la 6e République.
Et la commission des finances a mis en place une commission d'enquête qui a des pouvoirs d'investigation qui sont bien plus importants que nos missions d'information parlementaire en France et qui leur permettent en particulier de lever ce qu'on appelle le secret des affaires. C'est-à-dire qu'ils ont accès aux documents internes de l'industriel qui l'aident à comprendre comment il a défini sa stratégie de fixation du prix qu'il allait après exiger aux payeurs. Et c'est pour ça qu'on a eu accès à des documents de première main que nous ne pouvions jamais avoir grâce aux Sénat américains. Ça fait donc partie des qualités des Américains que je remercie ce soir. Ils ont publié, au bout d'un an et demi d'enquête, un rapport, alors uniquement en anglais, mais vous pouvez le trouver facilement sur le site du Congrès américain. Et je vous épargne les 1200 pages du rapport. Je vous montre la page la plus intéressante. Il n'y a pas besoin, encore une fois, de parler anglais ou d'avoir fait une grande école, je me donne mon sens. De loin, le code couleur suffit. Je pense que tout le monde connaît les codes couleurs vert, jaune orangé et rouge. Généralement, rouge, c'est que c'est un peu compliqué, c'est pas bien, il y a un danger, et vert, ça passe. Que dit ce tableau, qui est un document, vous voyez peut-être le logo là, qui est sous mon doigt, Gilead, c'est donc un diaporama qui a été récupéré par la commission d'enquête du Sénat américain. Ce document a testé des hypothèses de prix. Vous vous souvenez ce que je vous disais, évaluer les capacités maximales des États à payer. Ils ont testé des hypothèses de prix auprès des payeurs publics et privés aux États-Unis, parce que ce sont des compagnies d'assurance, ce sont les lignes du haut, auprès des prescripteurs, c'est-à-dire des professionnels de santé qui allaient être en charge de prescrire ces médicaments, auprès des associations de patients et de malades. Vous imaginez, c'est la ligne qui est rouge tout de suite, donc les gens étaient contre le prix élevé. Donc auprès de, il y en a plusieurs, de focus group, de groupes témoins qui représentaient l'ensemble des acteurs de l'écosystème du médicament, auprès de pharmaciens, auprès d'un peu tout le monde. Et ils ont déplacé sur l'échelle que vous voyez là, des hypothèses de prix qui allaient de 30 000 $ la cure de 12 semaines à 150 000 $. Et ils ont regardé le moment où ça devenait le plus rouge, c'est-à-dire le moment où il y avait un danger, un risque réputationnel, un risque de représailles, un risque de procès, un risque risque classique pour une entreprise qui fait un mauvais business. C'est aussi simple que cela. Et ça c'est une vraie rupture dans la logique économique. C'est-à-dire que nous ne sommes plus sur mon médicament que je vends 80 000 $, je le vends 80 000 $ parce qu'il m'a coûté très très cher pour la recherche et développement à produire. Pas du tout. En plus, il n'a rien coûté. L'avantage de ce rapport, c'est qu'on sait ce qu'il a coûté en recherche et développement, c'est peanuts. Je le vends 80 000 $ parce que je sais qu'après 80 000 $, je me situe dans cette zone où la plupart des indicateurs deviennent rouges et on refusera mon traitement. Les sécurités sociales d'Europe n'accepteront pas de le rembourser, les compagnies privées américaines n'accepteront pas de le prendre en charge, et donc le maximum de profit que je peux faire, c'est celui-là. Ça, c'était jamais arrivé non plus. On n'a jamais eu accès à des documents comme cela, et malheureusement, ça semble être le modèle aujourd'hui de la logique économique qui préside à la définition par les industriels des prix qu'ils exigeront pour leurs innovations thérapeutiques, pour leurs nouveaux médicaments. C'est le même modèle dans le cancer. Troisième rupture, donc, une rupture économique fondamentale sur quelle est la valeur d'un médicament. Et enfin, la dernière rupture, et ça c'est l'apport que nous avons eu, nous médecins du monde, à ce débat. Comme vous le savez, les médicaments sont au départ protégés par des brevets, on y reviendra tout à l'heure. Le brevet, c'est une invention qui est toute assez nouvelle. En France, elle date de 1959 et surtout 1968 pour le médicament. Avant, il n'y avait pas de brevet. Pasteur a inventé ses vaccins sans brevet. Comme quoi, on peut inventer des choses efficaces sans qu'il y ait forcément un brevet pour justifier l'innovation. Mais c'est pas très grave. Prenons pour un fait acquis que le brevet est la règle d'or aujourd'hui dans la production de médicaments. Ce brevet, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, en tous les cas, il y a des règles. Un brevet, c'est trois choses. Que ce soit une chaussette ou un médicament, il faut que ça respecte trois critères. Que ce soit nouveau, on ne remette pas des choses qui existent déjà, mais la nouveauté n'est pas suffisante. Il faut que ça ait ce qu'on appelle un caractère inventif. C'est quoi un caractère inventif? C'est le fait qu'une personne de l'art, donc un technicien, un chimiste, un pharmacologue,
un mécanicien pour celui qui fera une roue à billes ou je ne sais pas quoi, quelqu'un qui connaît les règles du métier, comment dire en français, qui a une expérience, qui a une pratique, avec l'état des connaissances au moment où il invente, personne d'autre que lui n'aurait pu inventer. C'est très subjectif hein, comme définition, mais ça se prouve. Ça se prouve avec des revues de littérature, avec des productions scientifiques. Donc un brevet, c'est pas simplement quelque chose de nouveau, parce que les nouveautés, des fois, peuvent tomber du ciel et vous y êtes pour rien, et ça ne mérite pas un brevet. Il faut vraiment démontrer qu'il y avait une volonté de créer quelque chose de nouveau, que personne d'autre que l'inventeur pouvait mettre en œuvre. Et le troisième critère pour un brevet, c'est le fait que cette invention, elle soit associée à un procédé industriel de réplication qui va permettre de la rendre disponible au plus grand nombre. Parce qu'une invention qui ne sert à personne, ça n'a pas de sens et ça ne mérite pas de brevet. Donc voilà les trois critères d'un brevet, encore une fois, pour tous les brevets. Le médicament, le micro-objet, la bouteille d'eau qu'elle a, le téléphone portable ou le crayon avec lequel monsieur écrit. Il n'y a pas de règle spécifique pour les médicaments. Jusque-là, jusqu'à maintenant, jusqu'à cette histoire du Sophos-Buvir, personne ne s'était intéressé à une question toute simple. Est-ce que les industriels respectent les règles du brevet quand ils déposent une demande de brevet? On a voulu aller voir. Parce que quand même, on travaille un petit peu sur l'hépatite C depuis longtemps, sur le VIH-Sida, le mode d'action de ces nouveaux médicaments dont je vous parle est le même que celui des trithérapies. Hein. On agit directement sur le cycle de réplication du virus, en ciblant des parties du virus, pour faire court, et en évitant qu'ils se reproduisent. Donc, on était plusieurs à se dire, et Anguille sous roche, c'est pas si inventif que ça. L'idée, elle était là. La nouveauté sur l'hépatite C, oui, elle est là, mais le deuxième critère, il n'est pas là. Donc, avec des experts en propriété intellectuelle, des mouvements activistes, un avocat aussi, nous avons décidé, pour la première fois dans l'histoire des brevets en Europe, de contester un brevet sur un médicament. Et on a engagé un procès auprès de l'Office européen du brevet. Depuis 1973, ce ne sont plus les États qui donnent les brevets. C'est un organisme international qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, hein, puisqu'il inclut la Turquie, la Suisse et d'autres pays non membres de l'UE. Il a été institué par une convention en 1973 qui a délégué l'instruction des procédures de brevetabilité à cet organisme, mais l'avantage pour les industriels, c'est que quand ils déposent ce brevet, leur demande à l'Office européen du brevet, une fois qu'ils l'ont, ça couvre 37 pays d'un seul coup, donc ça leur évite de faire 37 demandes. Donc ça a des avantages. L'inconvénient, c'est que quand le brevet est mal foutu, il est mal foutu pour tout le monde, pour 37 pays. Donc nous avons fait ce qu'on appelle une procédure d'opposition pour démontrer que ce brevet n'était pas inventif et que le dossier de demande de brevet ne respectait pas les règles définies par la Convention européenne du brevet. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est assez technique. La procédure a été engagée en février 2015 et le procès a eu lieu en octobre 2016, donc il y a quasiment un an. Et là c'est intéressant parce que du coup pour la première fois dans l'histoire du brevet du médicament dans les pays du Nord, les pays du Sud l'avaient fait, certains États, mais on n'avait jamais fait sur 80% du marché mondial du médicament. Nous avons réussi à démontrer que le médicament breveté, qui avait eu un brevet du coup, ce Sophos-Buvir par l'industriel Gilead qui a fait le tableau rouge, jaune et vert dont je vous parle, ne méritait pas ce brevet. Alors le brevet est maintenu, mais techniquement parlant, la formule chimique qui définit le médicament, la formule stéréochimique qui définit le médicament, n'est plus couverte par le brevet. C'est-à-dire que dès l'origine, la formule chimique du médicament ne méritait pas le brevet. Alors, il y a d'autres parties qui sont brevetées, donc tout ça est très complexe. Mais la conclusion de l'histoire, c'est que les industriels sont arrivés devant chaque État dans un rapport de force qui était complètement inégal, parce que quand vous avez un brevet, vous avez donc une exclusivité de commercialisation, vous êtes en situation de monopole, personne d'autre peut venir, et ils ont dit, en gros, c'est ce prix ou c'est rien. Donc les États ont accepté de payer 41 000 € pour la France, 50 000 € pour l'Allemagne, 80 000 € pour les États-Unis, sur la base d'un brevet qui était bancal, d'un brevet dont il manquait une jambe pour faire court. Imaginez, nous on est une pauvre petite ONG, c'est un peu comme Erin Brockovich, je ne sais pas si vous avez vu ce film, là, comment ça s'appelle. En plus c'était un peu ça, les procès.
J'étais habillé pareil, comme vous me voyez, les autres ils étaient en costume, cravate, venant de New York, Londres et Singapour. Ils me prenaient pour des cons en fait. Et c'était 27 et nous on était 2. Et on était venus en train en seconde classe. On a quand même fait tomber le truc. Mais on a fait tomber parce qu'on a voulu le faire. Et ça m'amène un petit peu, peut-être à ce stade, parce que je ne vois pas trop l'heure, à une première, pas conclusion, mais leçon apprise de cette histoire, c'est que ce soit la fixation du prix du médicament quand le prix ne permet pas d'assurer la couverture à l'ensemble des assurés sociaux, que ce soit les respects des règles de la brevetabilité. Nous avons les preuves maintenant que l'industriel ne joue pas le jeu, ne respecte pas la règle du jeu. Vous me direz, entre nous, on s'en doutait, on le savait, etc. Mais là, c'est pas simplement des on-dit, il y a des preuves objectives. Mais derrière, et c'est ce que nous rappelait Sylvie dans l'introduction de cet échange ce soir, il y a 2 acteurs dans le jeu. Il y a 2 joueurs. Il y a l'industriel, mais il y a les États. Parce que le médicament n'est pas un bien de consommation comme un autre. C'est pour ça qu'il y a des règles de sécurité sanitaire. Et qu'on ne commercialise pas un médicament comme on commercialise pour le coup une chaussette. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a des règles du brevet. C'est pour ça qu'il y a des règles sur la fixation du prix du médicament. Et toutes ces règles que les États sont censés faire appliquer, elles ne sont pas appliquées. Et ça, c'est la rupture principale, ou en tous les cas, l'enseignement principal de cette histoire du Sophos-Buvir, qui n'est finalement qu'un cas singulier, concernant une pathologie singulière, l'hépatite C, mais qui semble, malheureusement, et on va le voir sur le cancer tout à l'heure, révélatrice d'un système qui s'est progressivement installé, où les États ont failli ou abandonné, ou en tous les cas étaient dans des positions extrêmement laxistes sur leur mission constitutionnelle, qui est de faire respecter ces règles. Et évidemment, mais quelque part je me mets à leur place, je ne leur en veux pas, je ferais peut-être comme eux si j'étais à leur place, les industriels ont profité de ce vide pour dénaturer ces règles, ne pas les respecter, sachant que le gendarme, en bout de course, n'allait pas siffler la fin de la récréation. Ça, c'est vraiment un des enseignements majeurs de cette histoire de rationnement. Et lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, l'ensemble de ce qu'on appelle les innovations thérapeutiques suit grosso modo ce même modèle, c'est assez inquiétant, et on le voit déjà apparaître, donc je le disais sur le cancer, cette histoire d'hépatite C, l'unité de base de la facturation, donc c'était la dizaine de milliers d'euros. Sur le cancer en immunothérapie, maintenant on est plutôt à la centaine de milliers d'euros, l'unité de base de facturation, et le cancer, c'est pas 200 000 personnes, c'est 3 millions de personnes dans le pays. 1,8 million à peu près en traitement, et 1,2 million en suivi post-traitement, donc avec des rechutes potentielles. Donc on n'a pas été capable, dans le modèle actuel, de garantir un accès aux soins pour 200 000 personnes, avec des prix qui étaient 10 fois moins importants que ceux du cancer. Comment va-t-on faire sur une population 15 fois plus importante, avec des prix 10 fois plus élevés? Voilà, c'est une vraie question qui se pose, et au-delà, encore une fois, du cas singulier du Sophos-Buvir, c'est un petit peu là qu'on veut, nous, un petit peu interpeller, et puis du coup, pour revenir sur la dynamique Café Citoyen, peut-être partager un petit peu avec vous. Il y a des outils, parce qu'on ne va pas se résigner, on n'a pas que nos yeux pour pleurer. D'abord, on a montré qu'on pouvait faire des actions en justice, donc il ne faut pas s'en priver, et n'importe qui peut le faire. Si le collectif veut attaquer un brevet l'année prochaine, la semaine prochaine, il n'y a pas de souci, vous me faites signe, on le fait, et c'est très facile. Ça coûte 800 € la procédure, donc ça va, c'est pas très cher. Mais au-delà de la procédure juridique, c'est comment on agit pour rappeler aussi aux États qu'ils ont des outils légaux qui sont extrêmement forts lorsque, excusez-moi l'expression, mais ça déconne en termes de prix, ce qui a été le cas là. En particulier, nous, un outil qu'on a beaucoup mis en avant lors de la campagne que tu rappelais, mais pas que, qui est la possibilité pour l'État, sur des motifs de santé publique, de déclencher ce qu'on appelle une licence d'office. Alors, une licence d'office, c'est quoi? C'est une loi qui est prévue dans la loi des brevets. Donc, comme je vous l'ai dit, le brevet, ça date de 68 sur le médicament en France. C'est la loi du 2 janvier 1968 qui a fondé le régime moderne des brevets et qui a réintégré dans le droit commun des brevets le médicament, qui en était sorti depuis 1844.
Donc pendant un siècle, on a eu dans ce pays, je vous donner l'exemple de Pasteur tout à l'heure, on a eu des inventeurs qui ont inventé des médicaments, qui ont fait des innovations sans avoir le brevet comme outil d'incitation, parce qu'il est présenté comme tel, le brevet, par les industriels. Ils disent s'il n'y a pas de brevet, on ne va pas innover parce qu'on n'aura pas les retours sur investissement. Il y a d'autres modalités de rémunération d'innovation, ça peut être des primes, ça peut être l'achat par l'État avec une somme forfaitaire de l'invention pour le mettre à disposition des pharmaciens, ce qui s'est fait sous Napoléon Ier pendant plusieurs dizaines d'années. Il y a plein de modèles économiques alternatifs. En tous les cas, en 1968, le législateur, dans sa grande sagesse, avait prévu qu'il pouvait y avoir des abus de position dominante sur un bien de consommation, encore une fois, qui n'est pas anodin, qui est un produit de santé, qui est le médicament. Donc il a institué dans la loi sur le brevet, c'est l'article 37 de la loi du 2 janvier 1968, un mécanisme d'exception qui permet aux pouvoirs publics, les pouvoirs publics c'est le gouvernement, de s'extraire pendant une période donnée du brevet. C'est-à-dire que ce n'est pas une nationalisation, une expropriation. Le titulaire du brevet garde son brevet, mais a l'obligation de donner la formule à n'importe qui d'autre pour produire une version générique à moindre coût. Il n'y a que l'État qui peut faire ça. C'est-à-dire même s'il y a un monopole, il peut s'extraire pendant un temps donné du monopole contre rémunération. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une expropriation, mais une rémunération qui est normale, qui est de l'ordre de 5% à 7% du chiffre d'affaires. Et qui n'est pas de 50% du chiffre d'affaires, qui est la marge nette aujourd'hui du laboratoire Gilead en vendant ce traitement. Ce qui est énorme. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui bossent dans le privé, ou un petit commerce. Je connais personne qui fait une marge nette de 50% après impôt. C'est quand même ça le modèle économique aujourd'hui. Donc l'État a cette disposition sous la main depuis 1968 et ne l'a jamais utilisée. Mais il est temps de l'utiliser quand les principes fondateurs de la sécurité sociale sont en cause. Et le chantage qu'on peut entendre des fois à l'emploi, l'industrie pharmaceutique, c'est 100 000 emplois en France. Il se trouve que là, c'est un laboratoire américain qui doit avoir une vingtaine de salariés en France. Je pense que c'est tout, les chaînes de production ne sont pas là. Donc c'est un bon exemple qui permet, sans trop de courage politique, d'utiliser une disposition qui est prévue dans la loi de longue date. Voilà, des exemples très concrets et qui montrent qu'il n'y a pas d'horizon indépassable, qu'on peut se saisir des outils de protection qui ont été prévus de longue date. Mais ça, il faut le faire savoir. Et un exemple, tu parlais de la Cour des comptes, je les ai rencontrés, donc j'ai été auditionné par eux dans le cadre de la préparation du rapport. Ils découvraient cette disposition, ils ne savaient pas que ça existait. Tous les parlementaires que j'ai vus ne connaissaient pas cette disposition. Ce qu'on appelle les hauts fonctionnaires du ministère de la Santé ne la connaissaient pas non plus. Donc des fois, c'est même pas de la mauvaise volonté, c'est qu'en fait, il y a une méconnaissance des règles qui sont souvent au bénéfice de l'intérêt public. Donc c'est comment on va faire de la pédagogie là-dessus pour le faire savoir. Donc voilà un petit peu, pour conclure cette histoire du Sophos-Buvir. C'est pas un cas isolé, c'est pas un accident de parcours, c'est pas un accident industriel, c'est bien le révélateur d'un nouveau modèle, d'un nouveau paradigme dans l'écosystème du médicament, d'une nouvelle logique, et ça n'est que, je viens boire des petits verres de vin de temps en temps, mais un apéritif, amer certes, mais un apéritif du plat de résistance qui va nous arriver dans les années qui viennent. Et c'est vraiment maintenant qu'il faut que tous, aux différents niveaux on agisse. Je suis sûr que, je ne sais pas quel est le député de votre coin aujourd'hui, il a dû changer comme un peu partout dans ce pays, mais voilà, allez le voir et demandez-lui s'il connaît l'article 37 de la loi du 2 janvier 68, des choses toutes simples. Pourquoi je dis ça? Parce que le Parlement va rentrer dans les mois qui viennent dans le débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Et on faisait écho au rapport de la Cour des comptes. Oui, aujourd'hui, l'assurance maladie est le bras malade de la Sécu. Voilà, c'est le discours qui est un petit peu convenu. C'est sur l'assurance maladie que pèsent les déficits, qui sont de l'ordre de 5 milliards d'euros aujourd'hui. Le surcoût du traitement de l'hépatite C sur la baisse de 41 000 euros aura été pour les pouvoirs publics de environ 6 milliards. Le déficit de la Sécu, là, on peut très vite le combler de cette façon-là, en revisitant un prix qui n'est pas justifié, tout en respectant une logique économique qui marchait plutôt plus ou moins bien avant de rentrer dans une deuxième étape sur peut-être refonder des modèles d'incitation à l'innovation, voire des modèles alternatifs brevets, mais là c'est
c'est des travaux de plus grande ampleur, parce que, comme vous le savez, maintenant on est aussi pris dans des conventions internationales, en particulier celle de l'Organisation mondiale du commerce, qui nous empêche de s'extraire directement de ça. Mais encore une fois, dans le cadre existant, il y a des règles aujourd'hui qui ne sont pas appliquées par les décideurs publics ou pas respectées par les industriels. Donc commençons peut-être par cela. Et c'est vrai qu'on a eu un peu le sentiment, quand je dis on, c'est pas comme Médecins du Monde, on parlait de la Ligue contre le cancer tout à l'heure, il y a un certain nombre de cancérologues qui sont montés au créneau aussi depuis 2 ans et demi, on n'a pas le sentiment forcément d'avoir été beaucoup entendu, et en même temps, quand on voit progressivement que, y compris les plus hautes instances administratives de ce pays commencent à se questionner, posent les termes du débat, utilisent des mots qu'ils n'utilisaient pas. Ce que je viens de vous dire sur Gilead, ils l'ont repris texto. Il y a une page 333 du rapport de la Cour des comptes hier. Regardez, en fait, je me leur raconté. Et ceux qui ont repris, mais je suis très content. C'est des choses qui étaient juste impensables il y a quelques années. Donc, il y a un sentiment quand même de danger qui est présent. Et on a des décideurs qui sont un petit peu perdus. Et du coup, peut-être qu'il y a une fenêtre de tir qui n'est pas forcément inintéressante pour, sans leur faire peur et sans appeler au grand soir, leur rappeler qu'il y a des règles, la règle du jeu. J'aime beaucoup Renoir, mais je pense que la règle du jeu, c'est vraiment le mot qui s'impose dans un premier temps sur la question du médicament, parce que ne jamais oublier qu'il finit, il y a 2 joueurs, et il n'y a pas que les industriels. C'est pour ça, quand on avait discuté avec le président, sur l'intitulé du débat, je me souviens, il y a plusieurs mois, c'était un truc autour du lobbying des industriels, etc. Et moi, je ne suis pas trop pour, en fait, ça, sur le fond. Parce que finalement, soit on prêche des convaincus, bon, c'est sympa, on passe une bonne soirée, on boit un petit coup, c'est super, et puis voilà, quoi. Mais on ne fait pas changer le regard de ceux dont le regard doit changer, c'est-à-dire celui qui est aux manettes. Quand on rappelle des règles du jeu, dans un cadre légal et réglementaire, avec des mots qui sont peut-être parfois un peu compliqués, ça change un petit peu la donne. Et là, on est vraiment dans cette situation-là. Bon, après, je ne sais pas comment on fait, je peux continuer pendant 2 heures, mais peut-être faire... Non, mais déjà, quelques questions. Si vous voulez, 5 minutes, et puis après, on fait la pause. Sinon, peut-être, pour comprendre un petit peu, parce qu'on parlait vraiment d'acculturation, est-ce que vous connaissez un petit peu comment ça se passe, on fixe le prix d'un médicament, comment ça devient un médicament sur le marché? Peut-être 5 minutes pour rappeler ça, pour après pouvoir voir là où on peut agir, c'est ça qui m'intéresse. Donc un médicament, en fait, il doit passer par 3 étapes. L'industriel a fait sa recherche, on y reviendra d'ailleurs, ils ne font plus les recherches aujourd'hui. Il doit d'abord demander une autorisation de mise sur le marché qui est donnée par l'ANSM. Vous avez dû entendre parler de l'Agence nationale de sécurité des médicaments ces derniers temps avec les Votirox, tous les scandales de sécurité sanitaire, ceux qui sont impliqués. L'ANSM a deux fonctions principales. C'est de garantir la sécurité sanitaire, dont tu parlais, et puis d'étudier dans une première étape la possibilité pour une molécule de devenir un médicament. Et la façon dont elle le fait, c'est de vérifier le rapport bénéfice-risque. En gros, il faut que la molécule ne tue pas le bonhomme, même si elle ne le soigne pas, il ne faut pas que ce soit nocif. Je fais court, mais c'est un peu ça. À partir de là, il y a une autorisation de mise sur le marché. Et ça n'est pas suffisant. Pour pouvoir être éligible à l'assurance maladie, ce qui est le cas de 95% des médicaments produits par les industriels, ils demandent le remboursement par l'assurance maladie. Il faut définir l'efficacité thérapeutique du médicament. Donc entre en jeu un deuxième acteur qui s'appelle la Haute Autorité de Santé, qui est une autorité indépendante, et qui va donc évaluer cette efficacité thérapeutique à travers 2 indicateurs. Une efficacité dans l'absolu, il y a telle pathologie, j'ai telle molécule, est-ce que ça soigne le bonhomme, ça le soigne beaucoup, pas beaucoup, comment? Et donc il y a un service médical rendu qui est très important ou qui n'est pas important. Cet premier indicateur, il a des conséquences après sur nos histoires de prix. Si le service médical rendu est inexistant ou très faible, le médicament ne sera pas éligible à l'assurance maladie. Il pourrait être commercialisé, parce qu'il ne tue pas le bonhomme. Non? T'as pas l'air d'accord? Je disais non, c'est pour ça. Donc si le service médical est inexistant, ça reste un médicament, il ne tue pas le bonhomme.
mais il ne sera pas pris en charge par l'assurance maladie. Le deuxième indicateur de la Haute Autorité de Santé, c'est ce qu'on appelle l'amélioration du service médical rendu, c'est-à-dire par rapport à des médicaments existants pour la même pathologie, ce qu'on appelle des comparateurs. Est-ce qu'ils soignent mieux ou pareil? Pas moins bien, de fait, mais voilà, pareil. Et là, ce deuxième indicateur, il a un impact sur le prix. Il est dit innovant. Il y a 5 niveaux pour l'amélioration du service médical rendu. Les 3 premiers niveaux, c'est de 1 à 3, ça définit ce qu'on appelle les médicaments innovants. Et ceux-là sont archi-blindés sur une convention entre les industriels et l'État et bénéficient d'une prime à l'inflation, où l'État n'a quasiment pas les moyens de négocier le prix et est obligé de s'aligner sur les demandes des industriels. C'est le cas du Sofosbuvir dont je vous parlais. Puis après, il y a 2 autres niveaux, le niveau 4 et le niveau 5. Le niveau 4, il y a une amélioration qui est très faible. À partir de là, le prix doit entraîner ne doit pas entraîner de surcoût pour l'assurance maladie par rapport aux autres médicaments existants. Et la catégorie 5, il n'y a pas d'amélioration du service médical. Ça ne veut pas dire que le médicament est mauvais. Il peut avoir un bon service médical rendu, mais en comparaison de ceux qui existent, il n'améliore pas l'efficacité. Donc le prix qui va être donné par l'État doit permettre de faire des économies à l'assurance maladie. Et entre en scène le troisième larron administratif, qui s'appelle le Comité économique des produits de santé, qui lui, dans un dialogue avec l'industriel, le Comité économique des produits de santé représente le ministère de la Santé, le ministère des Finances et la Sécu, pour faire court. Il n'y a pas d'association de patients, il n'y a pas d'association d'usagers du service public, il n'y a pas de parlementaires qui votent le budget de la sécurité sociale, il n'y a pas de professionnels de santé, il y a donc juste des administratifs d'un côté et des industriels de l'autre. L'industriel arrive avec son dossier et demande un prix, et là il y a une négociation. Donc pour les médicaments innovants, la marge de l'État est quasiment nulle. L'État a décidé de se couper de ses moyens, d'agir fortement sur le prix d'innovation thérapeutique en décidant en 1994, donc là c'est tous les gouvernements à gauche comme droite qui suivent la même logique. En 1994, ils ont décidé de mettre en place ce qu'on appelle une politique conventionnelle. Ça veut dire qu'on fait un accord tous les 3 ans avec le syndicat des entreprises pharmaceutiques, qui est signé par le CEPS d'État, et qui définit les règles de la négociation. Cet accord, je fais court, dit que pour les médicaments innovants, l'État n'a quasiment aucune marge et doit, en gros, plus ou moins, respecter le prix des industriels. D'où l'intérêt de ma licence d'office dont je vous parlais tout à l'heure. Pour les autres médicaments qui sont ont une faible amélioration ou pas d'amélioration, ça doit à minima ne pas augmenter les coûts d'assurance maladie et à maxima ça doit les diminuer. Le problème c'est que les évolutions qui sont aujourd'hui compliquées dans le post-médicament, elles portent bien sur ces médicaments innovants dont l'unité de facturation est à la dizaine de milliers ou la centaine de milliers d'euros. Et cela aujourd'hui, et ce que rappelait le rapport de la Cour des comptes hier de nouveau, l'État a décidé de lui-même de se couper des marges de manœuvre dans sa négociation avec les industries. Voilà. Sauf que c'est la loi, et donc si on veut changer ça, il faut changer la loi. Ça peut être la deuxième chose à rappeler aux députés de votre circonscription. La recherche et développement, autre élément qui est important, j'en parlais tout à l'heure, dans, vous savez, cette équation de l'économie réelle, le prix final E égale A plus B, la provision pour recherche et développement, plus C, les coûts administratifs, plus D, la marge de profit attendue. Ça, c'était le monde d'hier, c'était le XXe siècle. En fait, c'était l'époque où les industriels eux-mêmes étaient aussi des développeurs, c'est-à-dire qu'ils avaient au sein de leurs entreprises des unités de recherche et développement qui travaillaient sur les molécules de demain. Donc on pouvait comprendre qu'à un moment, dans le prix du médicament qui était vendu en année N, il fallait mettre une marge pour penser les médicaments de l'année N plus 1, N plus 2, N plus 3. Là, c'est plus ça. C'est fini. Il y a une autre rupture aussi dans cette histoire. Un mouvement d'externalisation de la recherche et développement a traversé le secteur de l'industrie pharmaceutique, des gros industriels, des 10 plus gros industriels. Il n'y en a qu'un en France qui fait partie des 10 gros mondiaux, c'est Sanofi. Et ils ont décidé donc de fermer progressivement leurs unités de recherche et développement. Et aujourd'hui, ce sont des startups qui font la recherche et développement, souvent des startups qui sont incubées dans un écosystème public, dans les universités, avec des fonds publics.
avec des enseignants-chercheurs publics, avec des étudiants dont on paye les études. Et une fois qu'ils ont, dans le cadre de leur start-up, qui a été largement, et je ne parle même pas du plan d'investissement d'avenir, du CICE, de toutes ces politiques publiques, et à juste titre d'ailleurs, qui sont là pour promouvoir l'innovation, là encore une fois, l'État s'est coupé des moyens d'agir, puisqu'en fait, il laisse les start-up déposer les brevets, donc c'est une propriété qui est privée. Et ensuite, la logique économique, elle est de vendre au plus offrant le brevet qui est potentiellement prometteur de marchés qui sont juteux, comme celui du sofosbuvir. La marge nette du laboratoire, elle est, je vous le rappelle, de 50% depuis qu'il commercialise ce médicament. Avant, elle était de 25%, comme la norme dans l'industrie pharmaceutique. Donc, on a malheureusement depuis à peu près une dizaine d'années une inflation dans le ticket d'entrée pour avoir une start-up, dans le prix de rachat des start-up. L'unité de rachat de la start-up, il y a 10 ans, c'était 5 à 6 milliards. Aujourd'hui, on est plutôt à 35 ou 40 milliards pour avoir un bout de papier qui s'appelle un brevet. Donc évidemment, il faut le trouver, l'argent. Donc ça explique aussi cette inflation du prix dont on parle. Il n'y a pas uniquement, quand je vous dis une marge nette de 50%, attention, ce n'est pas 50% qui vont dans la poche des actionnaires. Je ne les plains pas, ils gagnent leur vie. Mais c'est la majorité de ces bénéfices vont être mis en provision pour pouvoir alimenter ce système qui est complètement fou, qui est inflationniste, où il faut dépenser tous les ans beaucoup plus d'argent pour acquérir un brevet, parce que les industriels eux-mêmes payent le prix fort aujourd'hui de leur choix stratégique d'il y a 15 ans, d'avoir fermé leurs unités de recherche et développement. Et c'est comme ça que notre fleuron national Sanofi est une boîte qui va être en priori qui va couler dans les 10 ans qui viennent, parce qu'elle n'a pas eu les moyens financiers de racheter les 2-3 startups qui étaient prometteuses sur le cancer. Aujourd'hui, c'est le cancer, le marché le plus intéressant. Et donc, elle va faire un peu de chimie encore dans les 10 ans qui viennent. Et on se donne rendez-vous dans 5 ans. Il y a un plan social chez Sanofi qui va être important, parce qu'elle n'a pas eu les moyens d'acheter ces brevets. Donc, en fait, les industriels eux-mêmes, quelque part, c'est pas que c'est uniquement des mauvais bouts en cherchant à trouver le prix le plus élevé que peut payer la sécurité sociale. Il y a de ça quand même un peu. Mais il y a derrière une vraie préoccupation financière qui est de dégager des réserves, des provisions financières importantes pour acheter la start-up de demain. Donc en fait, tout le monde est prisonnier dans ce système-là. Et on revient sur le rôle de l'État, qui peut être double. La première, c'est de donner un signal politique fort, et c'est cette licence d'office dont je vous parlais. Déclencher une licence d'office sur le sofosbuvir, c'est donner un signal aux industriels que le payeur n'acceptera pas des prix exorbitants, déconnectés de l'économie réelle. Mais attention, c'est pas suffisant. Il faut les remettre autour d'une table, ces industriels. Il faut mettre aussi des start-up autour d'une table. Et puis surtout, il faut que l'État, les États, il n'y a pas que la France, se dotent d'une vraie politique publique de promotion de l'innovation dans lesquelles il intègre dès le départ la propriété intellectuelle. Parce que tant que le brevet reste la règle d'or du marché, il faudra le changer plus tard. Et ça mettra du temps, comme je vous l'ai dit, il faut changer l'Organisation mondiale du commerce. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça ne va pas se faire ici à la Chapelle-sur-Erdre, ni à Paris, donc tant que le brevet est là, l'État qui en plus finance l'incubation de l'innovation aujourd'hui doit aller jusqu'au bout de la logique et ça fait partie des propositions que nous avons soumises aux différents candidats à la présidentielle, et on le redira à Macron qu'on voit le 11 octobre. On va lui demander très clairement sur ce point-là, d'autant qu'il est censé promouvoir l'innovation, de faire en sorte qu'il y ait une contrepartie dans le capital des startups, des participations de l'État, des aides de l'État, qui se traduisent en minorité de blocage et surtout en droit de regard sur la vente des brevets lorsqu'il s'agit de médicaments. Voilà, c'est une proposition qui est très concrète. C'est pas le grand soir, je vous le dis tout de suite, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de rompre cette logique inflationniste dont je vous parlais, et là de nouveau, qui est qu'a révélé le sofosbuvir. C'est le cas le plus connu parce que le sofosbuvir, c'est le rachat d'une start-up par un industriel américain en 2011. À l'époque, il a payé ça 1 milliard de dollars pour un bout de papier, qui en plus, le bout de papier, c'est celui qu'on attaqué en justice. Il valait 5 centimes, sur le fond, parce qu'il ne tient pas la route.
Mais tous les bouts de papier sont un peu pareils, sauf que le bout de papier aujourd'hui c'est 35 milliards. Il faut les trouver quoi. Donc les industriels eux-mêmes, quelque part, ne peuvent pas s'extraire eux-mêmes de ce système, sinon ils sont morts. Un jour, c'est ce que je disais au directeur des entreprises du médicament. On avait un débat ensemble au mois de mai, et il me dit, vous savez, au lieu de me taper dessus, notre meilleur allié, c'est nous, en fait, finalement. On vous aide à travers ce qu'on raconte, parce que vous ne pouvez pas le dire, vous. Et on revient sur le rôle important des pouvoirs publics qui mettent beaucoup en avant aujourd'hui la société, la création, l'incubation, les startups, les machins, les bidules, super, mais allez jusqu'au bout. Aujourd'hui, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche n'a même pas une direction sur la propriété intellectuelle. Il y a 2 gars qui bossent dessus, c'est tout. Tous les brevets qui sont issus de la recherche universitaire, des grandes écoles, sont après déposés par des startups privées, même si c'est les profs des écoles qui ont fait ça. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Il y a un moyen qui est très concret pour mettre fin à cette logique inflationniste sur le brevet du médicament. C'est simplement que l'État se donne des moyens de déposer les brevets lui-même. C'est pas compliqué de déposer un brevet dans l'absolu. Nous, on a pu en attaquer un, on sait comment ça marche. Donc, si on sait les attaquer, on sait le faire. Donc voilà, là je m'arrête là pour le coup. Mais c'est un petit peu l'ensemble des éléments sur l'écosystème du médicament. C'est pas uniquement dire les labos c'est des salauds, les médicaments sont trop chers. Derrière, c'est la résultante d'une logique qui échappe à tout le monde, à tous les acteurs, sauf un qui peut reprendre la main dessus, qui est bien les États, contrairement à ce qu'on peut nous dire, parce qu'on va nous dire c'est un marché mondialisé, machin, blabla. Il y a un moment, un pays qui a une part de marché importante dans ce marché du médicament, c'est le cas de la France, hein, c'est 3,5% du marché mondial, c'est pas rien, avec un effet d'entraînement sur l'Europe qui est 25% du marché mondial, on peut arriver à faire des choses et on revient effectivement sur de la volonté politique. Donc, donner un signal fort, la licence d'office sur un médicament qui a vraiment déconné, comme se faut se dire, et mettre en place une vraie politique publique qui va jusqu'au bout, qui n'est pas uniquement donner de l'argent et de l'incitation, même s'il le faut, dont la contrepartie est une propriété intellectuelle qui, si ce n'est appartient à l'État, du moins est contrôlée en partie par l'État pour éviter les dérives de financiarisation de l'information. Le brevet, c'est une information. Donc aujourd'hui, on a une spéculation sur l'information, ces bouts de papier, qui sont déposés dans un office européen des brevets qui lui-même ne fait pas son travail. Il donne des bouts de papier comme moi je peux vous signer des autographes en mettant Michael Jackson. Je ne suis pas Michael Jackson. Et en plein que vous allez vendre ça je ne sais pas combien. Donc c'est un peu ça l'office européen des brevets. Il donne des brevets sans instruire les dossiers. Donc voilà, tous les éléments de la chaîne sont réunis et le problème du prix des médicaments, il est là. Eh ben, oh là là.